on a deux manières de conduire cette guerre, en réalité, de part et d'autre. On a du côté ukrainien et occidental une conduite à la fois politique et communicationnelle sur ce conflit, alors que du côté russe et de la coalition russe, ou russophone, devrait-on dire, puisque je vous le rappelle, les Russes ne sont qu'une partie des troupes qui combattent en Ukraine, l'essentiel des combats étant porté par les milices du Donbass. Et de ce côté-là, on a une conduite qui est purement militaire des opérations. Autrement dit, du côté occidental, on se satisfait davantage de l'image qui est donnée du conflit, alors que du côté russe, on s'attache davantage aux résultats concrets du conflit. Et pour comprendre cette mobilisation et le dernier discours de Vladimir Poutine du 21 septembre, il faut se reporter à fin août et début de septembre. Et à ce moment-là, on a eu ce qu'on appelait cette contre-offensive ukrainienne de la région de Kharkov. Alors, il faut comprendre que juste avant cette offensive, les Ukrainiens ont lancé toute une série qu'ils appellent contre-offensives, mais en réalité c'est plutôt des contre-attaques dans la région de Kherson, c'est-à-dire dans le sud de l'Ukraine. Déjà en juin, ils avaient promis une grande offensive qui allait permettre de reconquérir tout le sud du pays, qui permettrait de reconquérir la Crimée, et ils avaient promis une offensive d'1 million d'hommes pour repousser la Russie. Et ils n'ont pas pu rassembler 1 million d'hommes. Ils ont commencé à lancer des offensives un peu pressés par les Occidentaux. J'y reviendrai tout à l'heure. Pressés par les Occidentaux, ils ont lancé des contre-offensives ou des contre-attaques qui étaient finalement mal coordonnées entre elles, mal préparées et qui se sont toutes soldées par des échecs. Et c'est cette situation qu'on a à la fin août de cette année. Et à ce moment-là, dans la région de Kharkov, donc on est à l'autre bout du front en quelque sorte, dans la partie nord-est du pays, les Russes s'interrogeaient, pas seulement les Russes d'ailleurs, parce que depuis plusieurs semaines, à ce moment-là, les Occidentaux, les experts occidentaux, les vrais, pas ceux qu'on voit sur les plateaux de télévision, mais les vrais, se posaient la question de savoir que voulaient faire vraiment les Russes du côté de Kharkov. Parce que manifestement, ils n'avaient pas l'intention d'aller se battre dans cette ville. Ils n'ont jamais déployé des forces très importantes dans ce secteur. Et donc, beaucoup d'experts se demandaient que cherchent-ils à faire, parce ils n'arriveront jamais à reprendre Kharkov. C'était impossible du point de vue des forces déployées. Ils ne montraient pas non plus l'intention de le faire. Et on prévoyait déjà en août que les Russes allaient se retirer de la région de Kharkov. En fait, les Russes étaient dans cette région pour fixer une partie de l'armée ukrainienne de façon à ce qu'elle n'aille pas renforcer le Donbass. Parce que l'essentiel du combat ou des combats qui sont portés en Ukraine concerne la libération, pour prendre des termes russes, la libération du Donbass. Et cette avance se préparait. Et puis les Russes savaient aussi que en septembre auraient lieu les référendums des 4 régions du sud du pays. Il y a la région de Kherson, la région de Zaporozhye, la région de Lugansk, et la région de Donetsk et la région de Lugansk. Et c'est donc en prévision de ces référendums qu'à la fin août, les Russes ont décidé de retirer leurs troupes de la région de Kharkov et de les mettre derrière ce qui allait être la nouvelle frontière de la Russie. Parce qu'à l'issue des référendums, on a une nouvelle frontière de facto, même si probablement les pays occidentaux ne l'accepteront pas. Et donc, ils ont rassemblé toutes leurs forces derrière cette ligne. Ça voulait dire quitter la zone de Kharkov. Et ça a été commencé déjà fin août.
Et on sait ça parce que vous avez des grosses installations, notamment un énorme dépôt de munitions qui existait dans la région de Balaklaya, qui a été évacué en bon ordre bien avant qu'il y ait une offensive ukrainienne. Il a fallu des centaines de camions, tout ça, pour enlever toute cette munition et la ramener dans le sud du pays. Et quand les Ukrainiens sont arrivés en début septembre, ces installations étaient totalement vides, donc elles ont été vidées en bon ordre, dans une retraite qui a été tout à fait planifiée et qui s'est faite avant l'arrivée des Ukrainiens. Lorsque les services de renseignement américains ont capté le retrait américain, ils ont tout de suite informé les Ukrainiens... Le retrait russe, oui. Le retrait russe, pardon. Ils ont tout de suite informé les Ukrainiens et ils leur ont dit faites une offensive là-bas et c'était l'occasion d'avoir un succès, de récupérer du territoire. Et c'est ce qui s'est fait. Les Ukrainiens ont donc immédiatement abandonné les attaques qu'ils faisaient dans la région de Kherson. Ils ont déplacé leur effort sur la région de Kharkov et récupéré cette zone. Alors c'est un gain de territoire et qui a été évidemment célébré. 8000 km² repris en quelques jours, ce qui est considérable. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu de combat. Il n'y a eu aucun combat. Il y a même des zones qui n'ont pas été attaquées par les Ukrainiens, qui ont été évacuées par les Russes. Donc, et quand je dis les Russes, je devrais dire la coalition russophone, parce qu'en réalité, il y avait très peu de troupes russes dans cette zone-là. C'est surtout des troupes des milices du Donbass, en réalité. Mais il y a eu quand même la perte d'Izium, qui était un nœud logistique extrêmement important pour les forces russes ou pro-russes, vous les appelez comme vous le voulez. Et on a vu énormément d'images de stocks de munitions, d'armements, voire même de véhicules qui ont été saisis par les troupes ukrainiennes. Donc tout n'avait pas été quand même rapatrié et ça reste quand même une défaite stratégique pour la Russie. Du coup, est-ce que cette mobilisation, pour y revenir, partielle en Russie, est-ce que ça dénote le fait que les Russes n'ont pas déployé suffisamment de soldats de base pour tenir les territoires qu'ils conquièrent en Ukraine? Non, en réalité, Izium était d'ailleurs beaucoup de commentateurs d'Américains, parce que mes sources sont essentiellement américaines, elles ne sont pas russes, elles sont aux États-Unis, et beaucoup d'analystes militaires avaient déjà posé la question pourquoi Izium en réalité. Et Izium n'était pas nécessaire. Et si on regarde la carte, on s'aperçoit que Izium n'est pas du tout nécessaire à la logistique russe. Elle aurait probablement été utile si les Russes avaient cherché à encercler les troupes ukrainiennes qui sont dans la région de Slaviansk-Kramatorsk. Mais ça n'est pas le cas. Donc ce nœud d'Izium était en fait pas si utile qu'on aurait bien pu le dire. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont abandonné assez rapidement. Quant au matériel qui a été laissé, les analyses qui ont été faites de ces matériels montraient que c'était des matériels d'ailleurs qui ont été abandonnés sur place, probablement parce qu'ils étaient défectueux ou et puis qu'ils n'avaient pas pris le soin ou le temps de venir les récupérer ou de faire de venir récupérer ces matériels. Ils ont préféré abandonner le matériel et puis partir et puis voilà. Donc on est dans une, si vous voulez, si on regarde le plan militaire, les Ukrainiens ont un succès tactique opératif, mais il n'y a pas vraiment de défaite de notre côté russe, parce que ce qui s'est passé, c'est que les Ukrainiens sont arrivés dans une partie, dans un espace vide, en réalité, et qui s'est transformé en poche de feu pour l'artillerie russe. Ce qui fait que, en réalité, les Ukrainiens ont été littéralement décimés par l'artillerie russe, sans combattre. Et c'est pour ça que c'est un peu une victoire à la Pyrrhus qui s'est faite là, parce que on estime, alors les estimations vont un peu dans tous les sens et de nouveau mes sources sont américaines. Je constate que récemment les Russes ont donné, le ministère de la Défense a donné des estimations qui sont même en deçà de ce que les militaires d'outre-Atlantique, les experts militaires d'outre-Atlantique avaient estimé. Et on estime que
dans la région de Kharkov, les Ukrainiens ont perdu entre 2000 et 4000 hommes. C'est presque l'équivalent de 2 brigades qu'ils ont perdues, alors qu'il n'y a pas eu de combat. Ils ont simplement été écrasés parce que le terrain était vide. Donc les Russes ont préféré laisser venir les Ukrainiens dans cette poche vide et puis les accueillir avec du feu d'artillerie. Et en échange, les troupes qui sont sorties du secteur de Kharkov ont été ramenées dans la région de Bakhmout, c'est-à-dire dans la région du Donbass, et ont permis une avance significative dans la région du Donbass. Donc, si vous voulez, on a un gain tactique de terrain du côté ukrainien, et on n'a pas vraiment une défaite du côté russe, puisqu'ils ont abandonné ce terrain au profit d'autre chose. Tilly, cette avancée, elle a quand même eu une véritable conséquence pour les Russes, puisque c'est ce qui a déclenché cette mobilisation partielle. Ça n'est pas cette avance qui a provoqué la mobilisation. Ça n'est pas ça. Ce qui a provoqué la mobilisation, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est la cause de la mobilisation, c'est plus les référendums dans les 4 régions que l'affaire de Kharkov. Voilà. Pour cadrer les choses. Il faut plus de monde pour protéger les nouvelles frontières de la Russie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une nouvelle frontière, il faut établir des nouvelles structures de défense. Il y a des installations, il faut aussi relever les troupes qui sont sur place. Donc on a tout simplement si vous voulez, une mise à jour du dispositif russe, consécutif au fait qu'on n'est plus dans une opération spéciale, mais on est dans la défense du sol national, si je peux simplifier les choses comme ça. Je ne peux pas vous dire s'ils vont échouer ou réussir. Après tout, quand on se lance dans une guerre, on est toujours dans une situation, vous comprenez, la guerre, ça se fait entre 2 parties, et puis il y a des faits, vous devez accepter aussi le fait que vous puissiez échouer. Donc, je ne peux pas prédire la victoire. Mais ce que je peux dire actuellement, c'est que l'Ukraine a davantage tendance à, quand je dis s'affaiblir, c'est un euphémisme, parce que ces forces militaires ont été très, très fortement réduites. Et on commence à le voir, même le New York Times le dit, de nouveau, je prends mes sources aux États-Unis et dans les rapports officiels. Quand on voit ce que dit, quand on lit les rapports du Pentagone, etc., on s'aperçoit que les Occidentaux, enfin les services de renseignement et les militaires occidentaux n'ont pas vraiment d'illusions sur l'avenir de cette guerre en termes militaires. Et quand on lit notamment les déclarations d'Ursula von der Leyen, je lisais un article, le titre un peu surprenant, je vous le cite, c'était chez vous d'ailleurs, la libre.be. Ursula von der Leyen s'oppose aux appels à un cessez-le-feu en Ukraine. Tout à fait. Lorsqu'on lit ce genre de titre, qu'est-ce qu'on doit penser des Occidentaux et de leur position par rapport à ce conflit? C'est la politique qu'ils ont depuis le début. Je vous rappelle que dès le 25 février, Zelensky avait demandé à négocier avec les Russes. Le 25 février déjà, le lendemain du début de l'offensive. Et 2 jours plus tard, c'est l'Union européenne qui est venue avec son premier package d'armes de 450 millions d'euros pour donner des armes à l'Ukraine, dire non, on négocie pas avec les Russes, on se bat. Et la même chose s'est répétée fin mars, où Zelensky a fait son offre à la Russie. C'était une offre d'ailleurs qui était, je pense que s'il avait fait cette offre, on aurait actuellement, l'Ukraine aurait probablement à peu près la même configuration qu'elle avait au début du conflit. Et 2 jours plus tard, une fois de plus, l'Union européenne est intervenue avec un package de 500 millions d'armes pour dire non, vous ne négociez pas. Boris Johnson a lui-même téléphoné à Zelensky et a dit vous ne négociez pas, si vous négociez, on ne vous soutient plus. Et il a répété encore ce message lorsqu'il est venu le 9 avril à
à Kiev. Et ça, on le sait, c'est pas la presse russe qui me le dit, c'est la presse ukrainienne. Et la presse ukrainienne, à la fin début avril, a dit « les Occidentaux nous empêchent d'aller vers la paix ».